le docteur Sam Razavi. J'espère que le docteur Razavi... Sam, tu es là? Pas encore. Le docteur Sam Razavi, grand expert en rétine médicale avec une expertise particulière pour la pathologie choroïdienne. Et enfin, le professeur Eric Souyed, grand ami du Maroc et de l'ASMO. Il a formé de très nombreux ophtalmologistes marocains. Je suis persuadé que beaucoup d'entre eux sont connectés avec nous ce soir. Et nous allons tout de suite avoir le plaisir de demander au professeur Souyed d'introduire notre cycle de formation médicale continue en nous parlant en quelques minutes de sa vision de la formation médicale continue. À toi, Eric. On n'a pas le son, Eric. Merci Mohamed Voilà. pour cette invitation. Ça a été un grand plaisir dès que tu m'as proposé d'adhérer, d'initier. C'est un honneur pour moi d'initier ce cycle de formation médicale continue. C'est vrai que j'ai beaucoup d'attaches, d'amitié, d'affection pour le Maroc et mes collègues marocains. Plusieurs élèves, comme tu l'as rappelé, Faisal, Meriem, et la liste serait trop longue. On y passerait beaucoup plus qu'un quart d'heure. On a l'habitude de dire qu'au Maroc, on se sent chez soi, mais là, chez moi, je me sens au Maroc, avec tous mes amis connectés. Bien souvent, en France, on dit on fait médecin. Quand on est médecin, on fait médecin, on fait médecine, on fait médecin. Parce que ça nécessite une mise à jour permanente. Si on s'arrête d'apprendre pendant 1 an, 2 ans, on est très vite has-been, et surtout dans le domaine de l'ophtalmologie et de la rétine, ça évolue tellement vite qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'arrêter de se former pendant quelques années. On serait très, très, très vite dépassé. D'où la nécessité de se former, et se former par des formations robustes, celle de la Société marocaine d'ophtalmologie qui permet d'avoir quand même un label, une garantie de sérieux dans les formations. Alors bien sûr qu'il y a des tas de formations dans tous les sens et elles sont toutes intéressantes, mais c'est important de connaître les sources de ces formations, de savoir d'où on a appris, et puis d'avoir quelque chose en tout cas de valide, de sérieux dans la formation. Et vraiment félicitations à la Société marocaine d'ophtalmologie pour initier ce cycle de FMC. J'essaierai de m'y rendre présent et de me connecter aussi souvent que possible, ou toujours. Merci à vous. Je vais peut-être vous laisser la parole maintenant pour commencer les présentations. Oui, j'avais juste dans cette introduction, si je peux partager mon écran. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est possible? Oui. Voilà. Vous illustrez à quoi servent les formations médicales continues. Voilà 2 images. Quelle différence entre les deux? Sincèrement, un DEP, un petit DSR sur le bord. Eh bien, dans la première, cela correspond, lorsqu'on fait l'imagerie, à une plaque de néovaisseau choroïdien de type 1, bien visible, un DEP fibrovasculaire. Dans la deuxième, on a simplement un DEP séreux avasculaire du sujet jeune avec un effet tendre sur le bord, il n'y a pas de néovaisseau. Et une choroïde épaissie. Encore 2 images qui se ressemblent beaucoup, 2 DSR, a priori il n'y a qu'un DSR, il n'y a pas de DEP. Dans le premier, cela correspondait à du liquide transsudatif dans le cadre d'une dystrophie pseudo-vitéliforme. Et dans le deuxième, ça correspond à des néovaisseaux choroïdiens, il s'agit bien d'un liquide exudatif. Et de là, tout l'intérêt de se former en permanence et de ne pas regarder une seule image en disant là c'est ça, là c'est comme ci, là c'est comme ça, et de donner un diagnostic sur une image et d'essayer d'aller un peu plus loin. J'en profite pour vous inviter tous à vous inscrire puisque nous avons un tarif incroyable négocié par les collègues marocains avec 2 codes promo pour Macular. Vous inscrire au congrès Macular avec le code SMO Macular 2025. Il y aura les plus grands experts internationaux, dont Mohamed, qui sera là, mon collègue Mohamed Benani, qui seront là à ce congrès Macular. Allez, je vous laisse la parole pour commencer les présentations. Merci beaucoup. Et on va démarrer tout de suite avec Belkacem Maouchine qui va nous faire une initiation à l'OCT pour les jeunes et les moins jeunes. Merci beaucoup à la Société marocaine. Merci au professeur Souyed pour son introduction. Quand on parle d'OCT, initiation à l'OCT, mais quel OCT? Les choses ont bien évolué depuis 96, fin 96, quand on a eu la chance d'avoir cette machine-là, la première. Donc ça fait bientôt 29 ans
donc c'est quand même c'est énorme. Donc l'OCT a beaucoup bougé, et donc j'ai fait une mise au point sur les différentes machines, et pour montrer un peu l'évolution des machines ces dernières années et ce qui va sortir bientôt. Donc on a commencé avec le time domain, avec une vitesse qu'on trouverait actuellement ridicule de 100 scans secondes au départ, après 400 scans secondes avec le Stratus. En 2007, donc quasiment 10 ans après, le spectral domain est arrivé avec des vitesses quand même qui n'avaient rien à voir, donc de 18 000 à 27 000 scans. C'était vraiment un autre monde. Donc ça a permis, donc l'augmentation de la vitesse, ça a permis des reconstructions en 3D et le balayage un peu plus fin du pôle postérieur. Donc avec, au départ, on a commencé avec le Zeiss et Humphrey Zeiss. Après, assez vite sont arrivés donc l'Optovue et Topcon avec le 3D. Le Topcon a été le premier. Topcon a été le premier à lancer le swept source OCT. Donc, donc on est passé du spectral domain au swept source avec une vitesse inégalée à l'époque, donc de 100 000 scans secondes. L'appareil est toujours d'actualité, même si je pense que Topcon va annoncer peut-être bientôt un OCT à 250 000 scans. Voilà, donc on est passé donc à la génération actuelle avec des scans, des OCT à entre 50 000 et 85 000 scans secondes. Tout cela en spectral domain. Et là, on est en train d'évoluer vers une autre génération à plus de 100 000 scans, donc avec toujours le Triton en swept source. Les autres machines, on arrive à 250 000 scans secondes pour le dernier Nidec. Et l'arrivée du chinois Toward Pi avec un swept source de 100 000 scans secondes. Et le Xefilio, je pense que tout le monde a entendu parler du Canon Xefilio, qui est un swept source à 100 000 scans secondes. La vitesse, c'est une chose, mais je vais vous montrer qu'il n'y a pas que la vitesse. Là, actuellement, il y a donc deux machines. Il y a une machine qui est commercialisée déjà, donc toujours Toward Pi avec 400 000 scans secondes en swept source, et le Dream OCT qui vient d'avoir l'agrément européen pour son swept source à 200 000 scans secondes. Là, juste, je passerai assez vite sur les combos, en fait, angiographe OCT avec des sources allant de 85 000 à 100 000 scans secondes. Donc, pourquoi tout ça? Donc, il y a depuis ces dernières années, avec l'augmentation de la vitesse de balayage, on a une évolution qui est particulière dans la mesure où il n'y a pas cette vitesse-là, elle est utilisée pour sonder un peu plus loin. Là, on était avec une fenêtre entre, je dirais, 3 mm et 9 à 10 mm pour les spectral domaines classiques. Actuellement, avec l'augmentation de la vitesse, on arrive à des longueurs de 15 à 17 mm. Seulement, le problème actuellement, c'est l'amélioration de la vitesse ne suffit plus. Il faut améliorer aussi la profondeur de champ. Le globe est incurvé. Donc, si vous élargissez votre fenêtre et sans gagner en profondeur, vous ne verrez pas un peu tout ce qui est sur le côté. Donc, c'est déjà le cas avec un spectral domaine de dernière génération comme celui de Nidec qui arrive à une fenêtre de 4,2 mm. Donc, on a une plus grande profondeur et encore plus avec les swept sources de Toward Pi qui arrivent jusqu'à 12 mm. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que
il y avait des différences classiquement entre les swept sources et le spectral domain qui ont tendance à être un peu balayées. On disait que les swept sources, ça allait plus vite, mais la résolution n'était pas bonne, à l'inverse du spectral domain. Et actuellement, on arrive à avoir donc des swept sources qui ont une bonne résolution et on arrive aussi à avoir des spectral domaines qui ont une plus grande profondeur. Donc classiquement, donc avec le spectral domaine classique, il y avait une perte de signal en profondeur, donc impossibilité d'avoir des fenêtres larges. Actuellement, on a des spectral domaines qui permettent de capter le signal en profondeur et d'avoir des fenêtres plus profondes. Pourquoi tout ça? Là, vous voyez la différence. Là, c'est entre un spectral domaine classique sur un gros névus. Vous avez une fenêtre qui est limitée, alors qu'on a une fenêtre beaucoup plus importante avec le swept source, ce qui permet de mesurer de façon fiable et plus précise que l'échographie. Donc, ces tumeurs. Donc, il y a une meilleure pénétration du swept source. La meilleure pénétration, vous la voyez ici, par exemple, sur le même cas, sur une hémorragie. Là, en spectral domaine, on a un masquage complet, alors qu'on arrive à voir les structures les plus postérieures avec le swept source. Le troisième avantage du swept source, c'est de permettre la mesure automatique de l'épaisseur choroïdienne. On l'avait déjà avec le Topcon, et là, actuellement, les dernières machines en swept source ont toutes cette capacité de mesure automatique de l'épaisseur choroïdienne. Donc, ce que je disais, aussi bien le swept source a évolué, aussi bien le swept source comme le spectral domaine ont évolué, puisque là, sur le dernier NIDEC, par exemple, là, on a le NIDEC classique, où on arrive à 9 mm à une fenêtre en profondeur de 2 mm. Actuellement, on arrive à 16,5 et avec 4 mm de profondeur. Là, je vais revenir un peu rapidement sur comment arrive-t-on à tout ça? Voilà. Donc l'augmentation de la vitesse, ça permet un balayage d'un champ plus grand. Il y a le besoin de profondeur, comme je l'ai dit, donc il est plus facile avec le swept source qu'avec le spectral domaine, mais les spectral domaines ont gagné en profondeur. Après, ce qui fait la différence actuellement, c'est les lentilles. C'est les lentilles plus performantes. On peut avoir des systèmes avec une très grande vitesse et avoir une lentille qui n'est pas très performante. Et inversement, un swept source à 400 000 scans ne vaut rien si on n'a pas une lentille qui permet de balayer un champ de 100 ou 120 degrés. Voilà. C'est le cas, par exemple, du Xefilio de Canon qui n'a que 100 000, mais qui a une lentille qui permet de balayer, d'avoir un champ presque aussi grand que celui du Dream OCT ou du Bémizar à 400 000 scans secondes. Donc la résolution est meilleure avec le Bémizar et le Dream OCT, mais le champ est très bon. Voilà, donc ça c'est voilà. Et après, ce qui a permis cette évolution aussi, c'est les détecteurs photoélectriques de haute fréquence et l'évolution des cartes d'acquisition. C'est pour ça que ça permet d'avoir toutes ces nouvelles machines. Donc ça, il est important un peu de voir un peu de quoi on parle quand on parle de swept source, pourquoi swept source, pourquoi spectral domaine. Donc là, c'est l'évolution actuelle. Là, juste pour montrer un peu la différence, classiquement, on utilisait le mode EDI
pour mieux voir la choroïde avec les spectral domaines, et on avait un mode vitré pour mieux voir le vitré. Actuellement, avec les derniers spectral domaines, on peut voir aussi bien nettement le vitré que la choroïde. Vous voyez, on peut avoir les deux, et pourtant on n'est pas avec un swept source. Donc dans l'examen le plus important, je disais classiquement, donc ça c'est des diapos que je présentais depuis un petit moment avec donc quand on avait une petite fenêtre, quand on arrivait à faire des mappings de 7 ou 9 mm, on était déjà content. Mais cette manière de faire, elle évolue, elle va évoluer. Elle a déjà évolué avec les dernières machines. Donc quand on examine la rétine, bien sûr, il n'est pas question de s'intéresser qu'à la macula. On fait dans toute pathologie un examen de débrouillage avec un maculaire cube. Pas forcément le plus grand possible, parce que plus c'est grand, moins bonne est la résolution. Donc on commence toujours par un cube, mais qui est assez serré, parce que sinon, on risque de passer à côté de beaucoup de choses entre deux scans. Donc il faut un scan assez serré. Et pour les dernières versions du swept source, quand on peut avoir des images du pôle postérieur avec une assez bonne résolution, on peut faire un examen de tout le pôle postérieur. Voilà. Donc après, une fois que vous avez ça, après, selon la pathologie, vous allez faire des coupes avec une plus grande résolution, des coupes linéaires ou des coupes des rasters, pour mieux préciser, en général des rasters, mais avec une longueur plus petite. Là, avant, je disais que dans certaines pathologies, il ne fallait pas seulement s'intéresser à la macula, il fallait déplacer le scan. Actuellement, avec les scans actuels, avec les grands champs, on n'est plus obligé de faire des montages et d'aller chercher des lésions. Avec un examen unique, on peut détecter toutes les anomalies du pôle postérieur qu'on va aller détailler après avec des coupes plus fines. Là, je vous montre un peu l'aspect typique. Là, on est devant un vaisseau, un petit vaisseau. Vous voyez le vaisseau vu par un enjeu OCT de 3,3 mm et ce que ça donne en 15 sur 15 mm. Vous voyez, si vous voulez voir les détails d'un vaisseau, ce n'est pas cette coupe-là. Ça vous sert pour juste le dépistage. Et après, vous allez détailler votre vaisseau avec des coupes plus courtes. Donc ça, c'est la base de toute... on ne peut pas avoir, à moins d'avoir un 400 000 scans secondes avec une résolution assez bonne sur le pôle postérieur, il faut vraiment passer par des coupes plus petites. La même chose avec l'enjeu OCT. L'enjeu OCT, vous pouvez faire des montages. Donc vous allez, quelquefois, il est préférable de faire des montages avec une assez bonne résolution que d'avoir une coupe sur 20 mm, mais qui n'a pas une résolution aussi bonne que sur cette coupe-là. Vous voyez, donc si vous avez, juste pour schématiser, si vous avez 3 fois 6 mm, c'est mieux que d'avoir un 18 mm en fait. Voilà. Parce que le nombre de lignes et la résolution sur le 18 mm n'est pas aussi bonne que sur le 6 mm. Voilà, tout simplement. Une chose importante, quand on fait ces coupes, il faut les regarder. Il faut voir un peu ce qu'on a fait. Si vous faites votre CT vous-même, il faut essayer de faire immédiatement, à la fin du balayage, revoir toutes les coupes pour éventuellement aller refaire d'autres coupes plus détaillées. Donc certaines machines ont un balayage qui se fait juste à la fin
de votre acquisition, la machine vous fait un balayage aller-retour pour vous permettre de localiser les anomalies pour éventuellement faire d'autres coupes. Et ce n'est qu'après que vous pouvez enregistrer votre coupe. Ça ne passe pas. Voilà. Autre chose, donc, quand on analyse une image, il ne faut jamais oublier que les images présentées actuellement, surtout avec les derniers spectral domain ou les web sources, la vitesse est grande, donc la tentation est grande pour faire des coupes avec le plus grand Moyen-Âge. On voit sur certains web sources des coupes moyennées à 100 ou 120, alors que ça ne sert pas, non seulement ça ne sert pas à grand chose, mais ça vous, dans certaines circonstances, c'est même moins bon. Parce qu'une fois que vous avez une coupe trop, avec beaucoup de gris, dans certaines situations, comme dans la surveillance de néo-vaisseaux, par exemple, si c'est pour détecter un petit gris hyperréflectif en regard de vaisseau, ce n'est pas la meilleure chose que d'utiliser une coupe très moyennée. Et encore là, je suis à une vingtaine de Moyen-Âge. Hein. Voilà. Donc, de temps en temps, il faut vraiment essayer d'avoir le moins de sommation. C'est réglable sur la plupart des machines. Il ne faut pas trop essayer de moyenner. Pourquoi? Parce que en fait, tout ça est artificiel. Là, c'est mon œil, donc fait avec. Donc, vous voyez l'image sans sommation. Quand vous faites des sommations, il y a des micro-mouvements qui font que les coupes, les différentes coupes sont toujours un peu décalées et augmentent artificiellement l'épaisseur de l'ellipsoïde, par exemple là, alors que l'ellipsoïde, c'est ça, c'est pas ça. Vous voyez, donc il ne faut jamais l'oublier. Et quand on voit donc un peu schématiquement, ça fait ça. Donc des coupes un peu décalées et ça vous donne une moyenne qui est différente. Là, sur un simple œdème maculaire cystoïde, si vous examinez ces exsudats, vous allez voir que les exsudats sur les coupes moyennées, on les voit mieux. Pourquoi on les voit mieux? Parce qu'on va les imager plusieurs fois. En fait, cet exsudat-là, il n'a pas cette taille-là, mais il est imagé là au moins 4 fois. Donc ça vous donne, c'est pas la vraie image. Donc ça, il faut jamais l'oublier. Il y a un élément important aussi, c'est l'eye tracking. L'eye tracking, il ne faut pas penser que c'est parfait. Là, une menace de trou maculaire vue avec le Spectralis. Donc j'ai refait cette image, je crois, 2 mois après. On a l'impression que le défect est parti. Mais en fait, voilà, si on a fait des trous maculaires, des menaces de trous, on sait que ça ne disparaît pas. Donc il faut enlever, si vous enlevez le tracking, vous refaites une coupe manuellement, vous tombez dessus. Donc le tracking, ce n'est pas au micron près. Il peut y avoir des micro-décalages qui peuvent, et ça, voilà, qui peuvent comment on appelle ça, vous tromper. Chose importante aussi, donc, dans certaines pathologies, donc la macula, c'est une structure quand même relativement assez large. Donc, sur 1 millimètre, vous pouvez avoir une centaine de coupes. Voilà. Donc là, si pour un trou, juste, j'aime bien cet exemple. Voilà. Vous imaginez un trou maculaire, le diamètre peut passer du simple au triple. Et la même chose, là, quand vous avez sur ce trou lamellaire, je vous dis trou lamellaire, mais là, vous ne le voyez pas, ce patient avait un trou lamellaire, mais il fallait passer sur la 5e coupe pour le voir. Tout ça, tout simplement parce qu'il y a un microscotome, et le patient, quand vous avez un microscotome, le patient fixe par le bord. J'ai encore un peu, 1 minute ou pas? Oui. Okay. Donc je finis juste avec voilà, cette image que j'aime bien. Juste sur ce trou lamellaire.
Sur la coupe verticale, vous n'avez pas de trou lamellaire. Sur la coupe horizontale, vous avez un joli trou lamellaire. Voilà. Pourquoi? Ben, tout simplement, vous imaginez, ça peut être ce trou lamellaire. Il faut l'imaginer en 3D. Un trou lamellaire, c'est des zones d'amincissement, des zones où la rétine a une épaisseur à peu près normale. Donc, si vous faites une coupe passant par l'amincissement, vous voyez l'amincissement. Si vous passez sur le côté, vous avez l'impression que l'épaisseur est tout à fait normale. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, merci Belkacem. On laissera les questions pour la fin. Je pense qu'on aura une discussion commune à la fin. Et on va tout de suite passer la parole au docteur Sam Razavi. Sam Razavi, comme je l'ai dit en introduction, qui est spécialiste bien sûr en rétine médicale et particulièrement, c'est quelqu'un qui connaît bien la choroïde et la pathologie choroïdienne. Il va nous parler de l'OCT dans la choroïde. Alors, il a un engagement, donc il a été très sympa. Merci encore, Sam, d'avoir accepté de nous parler de choroïde malgré ton engagement. Vas-y, à toi. Et puisque tu as un engagement juste après, on discutera de ta communication immédiatement après. Merci Mohamed pour ta gentille invitation. Je vais essayer de vous parler un petit peu de la choroïde. Je vais autoriser. Est-ce que vous voyez mon écran là? Non, pas encore. Attendez. Vous voyez mon écran ou pas? Non, toujours pas. Attends, pourtant, j'ai partagé mon écran. Attendez, je regarde. Voilà. Là, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, c'est bon. C'est bon? Ouais. Super. Très bien. Bah, écoutez, comme l'a dit Belkacem, en fait, l'OCT Sous-Epsos a modifié notre perception de la choroïde en permettant de faire des cartographies de l'épaisseur de la choroïde, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, on peut désormais regarder la choroïde, ce qui était plus difficile avant. Alors, je vais vous parler de quelques pathologies impliquant la choroïde. La première qu'il faut connaître, c'est la pachychoroïde, où il y a une dilatation des vaisseaux choroïdiens et une augmentation de l'épaisseur de la choroïde. Il y a 4 pathologies qui sont associées à cette pachychoroïde. Il y a l'épithéliopathie associée à la pachychoroïde, la CRSC, les néovaisseaux choroïdiens de type 1 associés à la pachychoroïde et la vasculopathie polypoïdale. Alors, l'épithéliopathie associée à la pachychoroïde, en fait, comme vous le voyez, il y a une dilatation des vaisseaux choroïdiens qu'on voit bien sur les clichés des vaisseaux choroïdiens en face, qui entraîne un décollement de l'épithélium pigmentaire localisé, des troubles de la fluorescence, alors qu'au niveau du fond d'œil, il n'y a pas de drusène, et c'est ce qui nous permet de faire la différence entre l'épithéliopathie associée à la pachychoroïde et puis tout simplement les décollements de l'épithélium pigmentaire qu'on peut observer au cours de la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Voici l'œil ADF de ce patient. Vous voyez aussi qu'il y a un épaississement des vaisseaux, une dilatation des vaisseaux choroïdiens localisée et qui entraîne également un décollement d'épithélium pigmentaire localisé. L'autre pathologie que vous connaissez, c'est bien sûr la CRSC qui entraîne une dilatation des vaisseaux choroïdiens avec une augmentation bilatérale de l'épaisseur de la choroïde. Ce qui a été intéressant de la CRSC et de l'examen de la choroïde, c'est de se rendre compte que lorsqu'on faisait de la photothérapie dynamique au niveau du point de fuite, on avait une disparition de la poussée évidemment, une diminution de l'épaisseur de la choroïde, une diminution du diamètre des vaisseaux choroïdiens, non seulement de la zone où on a traité, ce qui est normal, mais également au niveau de la choroïde adjacente, de la zone qui n'a pas été traitée. Et voici, donc je vais vous montrer un film parce que c'est plus simple. Voici donc un patient qui a une CRSC avant la photothérapie dynamique. Ça, c'est au 7e jour. Voici l'examen à 1 mois. Et l'examen à 1 an, vous voyez qu'il y a une diminution de l'épaisseur de la choroïde globale. Je vais vous montrer la cartographie de l'épaisseur de la choroïde. Ça, c'est avant le traitement. 1 semaine après,
un mois après et un an après. Donc, vous avez une diminution globale de l'épaisseur de la choroïde. C'est ce qui explique pourquoi la photothérapie dynamique non seulement traite les poussées, mais diminue aussi la probabilité de récidive chez les patients. Alors que si vous faites une photocoagulation laser du point de fuite, ce qui est également une modalité de traitement des poussées de CRSC, vous avez une disparition de la poussée, certes, mais vous n'avez pas une diminution de l'épaisseur de la choroïde après le laser, et c'est ce qui explique pourquoi la photocoagulation laser diminue la probabilité raccourcit la poussée, mais ne diminue pas la fréquence des récidives. L'autre pathologie qu'il faut connaître dans les pachychoroïdes, dans le spectre des pachychoroïdes, ce sont les néovaisseaux choroïdiens associés à la pachychoroïde. Et ça, c'est vraiment une pathologie qui a bien été mise en évidence par l'OCT angio. Avant, c'était très compliqué de faire la différence entre une CRSC et des néovaisseaux choroïdiens associés à la pachychoroïde. Et l'OCT angio a été fondamental, il faut toujours le faire, parce que dans ce cas-là, vous voyez bien qu'il y a des néovaisseaux, il ne faut pas traiter par photothérapie dynamique, mais plutôt par des anti-VEGF qui vont permettre la disparition de l'activité néovasculaire. La vasculopathie polypoïdale est le dernier pathologie de ce spectre. Vous avez d'une part un réseau vasculaire anormal et une dilatation polypoïdale qu'on voit bien. Alors ça, c'est un cas mannequin. On ne les voit malheureusement pas toujours aussi bien, mais il y a des critères, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a des critères OCT qui permettent de diminuer l'utilisation de l'ICG, bien que l'ICG est un examen très utile pour voir facilement les vasculopathies polypoïdales. Alors, l'hypothèse de pathogenèse, c'est que cette dilatation et une hyperperméabilité des vaisseaux choroïdiens vont entraîner des altérations de l'EP, une atteinte des photorécepteurs et l'apparition soit de néovaisseaux choroïdiens ou de dilatation polypoïdale. Maintenant, on va regarder ensemble quel est l'intérêt de l'analyse de la choroïde chez le myope. Voici une choroïde normale et une choroïde chez les patients myopes. Il y a un amincissement de la choroïde qui est très important, comme vous le voyez. Cet amincissement est fonction de la myopie. Plus on est myope, plus la choroïde est fine. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la question qu'on s'est posée pendant longtemps, c'est est-ce que l'amincissement de la choroïde était la cause ou la conséquence de l'apparition de la myopie? Et une étude récente que je voulais vous partager a essayé deux études ont été très intéressantes sur ce sujet. Cette première étude où on a regardé des enfants, on les a divisés en deux catégories, ceux dont la myopie évoluait rapidement et ceux dont la myopie était stable, et ceux dont la myopie augmentait rapidement avaient une choroïde qui s'amincissait au cours du temps, alors que ceux dont la myopie était stable n'avaient pas la choroïde qui s'amincissait. Alors, est-ce que c'est la cause ou la conséquence? Et voici donc une étude qui était faite avec des souris, deux groupes de souris transgéniques, des souris knockout qui n'expriment pas le VEGF et des souris knockout qui surexpriment le VEGF. Les souris knockout qui n'expriment pas le VEGF avaient un amincissement de la choroïde, et donc ces souris qui avaient un amincissement de la choroïde avaient une longueur axiale plus long que les souris normales, alors que les souris qui surexprimaient le VEGF et qui avaient donc une choroïde plus épaisse que les autres avaient une longueur axiale plus courte. Ce qui veut dire qu'en fait, l'amincissement de la choroïde semble précéder et être la cause de la myopie et non pas l'inverse. L'examen de la choroïde est très intéressant parce qu'il y a un certain nombre d'inhibiteurs de la myopie, c'est-à-dire comme l'atropine ou les verres défocalisants, les verres DIMS, qui entraînent une augmentation de l'épaisseur de la choroïde. Et quand vous mettez de l'atropine ou si vous mettez des verres défocalisants, vous avez une augmentation de l'épaisseur de la choroïde. Et il est donc, on pense désormais que l'amincissement de la choroïde va entraîner une diminution du flux choroïdien, une hypoxie et une diminution d'apport de nutriments au niveau de la sclère vasculaire et qui va entraîner un amincissement et une altération de la sclère et finalement une augmentation de la longueur axiale, alors que les inhibiteurs de la myopie, la myopisation, augmentent en fait l'augmentation de la choroïde et ça pourrait peut-être expliquer, en tout cas en partie, leur action. C'est pas sûr, mais c'est en tout cas une hypothèse. En tout cas, chez les patients myopes, pour une myopie donnée, les patients qui ont une choroïde fine ont une acuité visuelle plus basse et plus de risque d'avoir une rupture de la bouche.
Et par ailleurs, l'amincissement de la choroïde pour une myopie de nez est un facteur de risque d'apparition de néovaisseaux. Donc, quand vous avez un patient myope, par exemple, de -6 ou -7, en regardant sa choroïde, vous pouvez vous dire, il ne faut pas le dire au patient, bien sûr, parce que ça ne changera rien pour lui, mais si vous avez un patient myope de -6 et qui a une choroïde à 75 microns, ce n'est pas le même pronostic que s'il a une choroïde centrale à 190 microns. Donc, chez les patients qui sont myopes avec des néovaisseaux, en fait, les facteurs de complications néovasculaires, c'est l'amincissement de la choroïde, la présence de rupture de la bouche et la hauteur du staphylum myopique, alors que la longueur axiale et l'importance de la myopie n'étaient pas des facteurs de risque de l'apparition de néovaisseaux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Un autre apport de l'OCT et de la choroïde, qui à mon avis est fondamental, c'est dans la compréhension des mécanismes des complications de la myopie. On sait que depuis longtemps, voici un œil en IRM, ce sont des papiers de Kyoko Onomatsui. Pendant longtemps, moi j'avais du mal à comprendre ce que c'était vraiment une dispersion. La dispersion, c'est quand vous avez une rétine normale plus ou moins normale et une rétine inférieure qui est myope. En fait, la rétine inférieure est plus myope que la rétine supérieure, donc on s'attendrait à ce que les complications surviennent au niveau de la rétine qui est la plus myope. Or, en fait, les complications arrivent non pas au niveau de la rétine inférieure, mais au niveau de la zone de jonction de la rétine supérieure et la rétine inférieure, que ce soit les altérations ou les néovaisseaux. Alors pourquoi? Voici une cartographie de l'épaisseur de la choroïde. Vous voyez qu'au niveau quand vous avez une dispersion, vous avez un amincissement de la choroïde qui est très marqué au niveau de la zone de jonction entre la rétine supérieure et le staphylum inférieur. Et en fait, les complications surviennent au niveau de cet amincissement de la choroïde, au niveau de la zone de jonction entre la rétine supérieure et la rétine inférieure, comme vous le voyez dans cet exemple-là. L'autre pathologie pour laquelle pendant longtemps on ne savait pas la cause, ce sont les décollements séreux rétiniens des dispersions. On a d'abord cru que c'était comme la CRSC, mais en fait non, d'abord ça ne répond pas à la PDT. Et en fait, il y a un amincissement de la choroïde, vous voyez, un amincissement de la choroïde au niveau de la zone de jonction. Et en fait, probablement, cet amincissement de la choroïde au niveau de la zone de jonction, que ce soit dans la macula bombée ou la dispersion, entraîne des troubles hémodynamiques. Et donc, en fait, ce sont des troubles hémodynamiques. Et c'est pour ça que ça ne répond à rien, ni aux anti-VEGF, ni la photothérapie dynamique. Donc, ce sont des troubles, en fait, tout simplement mécaniques dus à une perturbation du flux choroïdien. Et il y a un papier 2017 qui a retrouvé chez les patients qui ont une dispersion, une macula bombée et un décollement séreux rétinien, qu'il y avait des zones d'amincissement de la choroïde et de pincement qui étaient adjacentes à ces décollements séreux rétiniens. Et donc, la cause étant mécanique, malheureusement, il n'y a pas de traitement qu'on puisse faire. L'autre pathologie pour lesquelles il faut regarder la choroïde, dans la DMLA, ce sont les néovaisseaux choroïdiens de type 3, les anastomoses qui se compliquent d'une part d'une bilatérisation, une récidive et une évolution vers l'atrophie. Voici un patient suivi pendant 2 ans, vous voyez qu'il y a une atrophie qui est arrivée malgré les traitements anti-VEGF. Et en fait, les études ont montré que les patients qui ont des néovaisseaux choroïdiens de type 3 ont un amincissement de la choroïde. Alors, la prochaine fois que vous verrez une anastomose choroïdienne rétinienne, vous regardez la choroïde. Quand vous avez un amincissement de la choroïde et donc des néovaisseaux de type 3, il faut en parler aux patients parce que dans mon expérience, ça se bilatérise quasiment toujours. Je n'ai quasiment pas vu avec un suivi de 4-5 ans de néovaisseaux choroïdiens de type 3 qui ne se bilatéralisaient pas. Et donc, il faut en parler aux patients. L'autre pathologie qu'il faut connaître, c'est l'amincissement, c'est l'atrophie choroïdienne du sujet âgé qui a été décrit par Spade. Et vous avez une baisse de l'activité visuelle, une pâleur du pôle postérieur, une atrophie péripapillaire. Et donc, vous voyez cet amincissement de la choroïde. Ce sont des patients, beaucoup d'entre eux étaient étiquetés glaucome à pression normale, mais en fait, c'est tout simplement une atrophie choroïdienne du sujet âgé. Il faut connaître cette pathologie parce que quand vous l'avez, c'est pas la peine de faire des examens très poussés. C'est dû à l'amincissement de la choroïde qui est très bien vu dans cet exemple. Les pseudodrusènes réticulés sont également un ensemble de pathologies où il y a un amincissement de la choroïde. Alors, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui disaient que l'amincissement de la choroïde entraînait des troubles physiologiques qui entraînaient ces pseudodrusènes réticulés. Non, ça, j'y crois pas du tout parce que les patients qui sont très myopes ont des choroïdes très fines et pour autant, ils ne développent ni anastomose ni pseudodrusène réticulé. On ne sait pas. Donc, il y a une pathologie
qu'on ne connaît pas, qui entraînent à la fois un amincissement de la choroïde et des pseudodrusènes réticulés. Et là aussi, les pseudodrusènes réticulés sont également à risque très fort d'atrophie, DMLA atrophique. Alors, que retenir de tout ce que je vous ai dit? La diminution de l'épaisseur de la choroïde semble précéder et accentuer l'aggravation de la myopie. L'atropine, la luminothérapie et la défocalisation myopique par les verres DIMS donc, augmentent l'épaisseur de la choroïde et freinent l'évolution de la myopie. L'examen de la choroïde est utile afin de rechercher l'efficacité des traitements freinateurs de la myopie. L'amincissement de la choroïde au niveau de la zone de jonction des dispersions explique la survenue des complications. Le décollement cérébro-rétinien de la macula bombée des dispersions est probablement lié à des perturbations hémodynamiques secondaires à l'amincissement localisé de la choroïde au niveau de la zone de jonction. Voici donc, il faut connaître l'atrophie choroïdienne du sujet âgé, les anénovaisseaux choroïdiens de type 3 et les pseudodrusènes réticulés pour lesquels il y a un amincissement de la choroïde. Quand on injecte des anti-VEGF dans la DMLA ou dans d'autres pathologies, on a également un amincissement de la choroïde et l'examen de cet amincissement pourrait nous donner des indications sur l'efficacité des anti-VEGF. Et par contre, vous avez des pathologies où il y a une augmentation de l'épaisseur de la choroïde, comme la vasculopathie polypoïdale, la CRSC. Et le point commun de ces deux pathologies, c'est que ça peut se traiter par photothérapie dynamique, qui va entraîner une diminution de l'épaisseur de la choroïde et une diminution de cette dilatation et de cette exsudation. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai essayé de balayer un petit peu le spectre des pathologies ou l'examen de la choroïde. Alors, j'ai pas eu le temps de parler des uvéites, que je connais moins bien, mais les uvéites, sont également des pathologies où l'examen de la choroïde est tout à fait intéressant pour regarder l'efficacité des différents traitements. Il y a beaucoup de spécialistes de l'uvéite maintenant qui regardent de plus en plus la choroïde avec l'OCT et ça permet de diminuer un petit peu l'utilisation de l'angiographie ovaire d'endocyanine. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Razavi, pour ton excellente présentation. Il y a beaucoup de choses à dire et pas assez de temps, je crois, pour le détailler. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou professeur Amraoui? L'apport de l'OCT dans les tumeurs choroïdiennes. Oui, alors moi je ne suis pas un spécialiste, il faut dire, des tumeurs choroïdiennes. Alors l'examen de l'OCT est intéressant pour rechercher notamment l'apparition d'exsudation, pour rechercher, comme l'avait dit Belkacem, l'étendue, la taille des tumeurs. Et puis, ça a un intérêt, notamment, il y a quand on a parfois des décollements cérébro-rétiniens, on peut rechercher des métastases avec l'OCT, mais ça ne remplace pas l'ICG quand même. Dans les tumeurs, l'ICG est quand même tout à fait indispensable. Docteur Razavi, tout au long de votre présentation, vous avez parlé essentiellement de l'épaisseur choroïdienne, d'accord? Alors, qu'en est-il de l'index de vascularisation choroïdienne? Bon, il y a certains papiers qui en parlent parce que il y a certaines pathologies où cet index il est modifié et d'autres pas. Oui, c'est vrai. Alors, en fait, on a montré, l'index de vascularisation est intéressant parce que notamment, par exemple, on a montré que dans la CRSC, quand on traite les patients, on a une diminution, la diminution de l'épaisseur de la choroïde était due à une diminution du diamètre des vaisseaux choroïdiens, en fait. Donc, souvent, c'est la diminution de cet index après traitement qui explique l'efficacité du traitement. Parce qu'en fait, quand on a une diminution de l'épaisseur de la choroïde, soit ça peut être le stroma qui a diminué, soit le diamètre des vaisseaux, et c'est plutôt en fait le diamètre des vaisseaux qui diminue après traitement. Au Maroc, on a beaucoup de problèmes de patients diabétiques, d'accord? D'ailleurs, au CHU de Fès, on a fait une étude sur l'épaisseur choroïdienne et l'index de vascularisation choroïdienne chez le diabétique. Et là, le résultat, il est un peu surprenant puisqu'on a
trouvé qu'il y a une diminution de cet index sans qu'il y ait un changement important de l'épaisseur. D'ailleurs, c'est un papier qu'on va bientôt publier au Journal marocain d'ophtalmologie. Donc, c'est pour cela que je me pose la C'est question. très intéressant. Et comment est-ce que vous pensez pouvoir expliquer cela? C'est très intéressant. On présume que de la même façon qu'il y a, c'est une hypothèse, qu'il y a une rétinopathie diabétique, qu'il y a une choroïdopathie diabétique, parce que de toute façon, tous les vaisseaux du corps sont pathologiques. Et de ce fait, on est parti sur ce postulat-là, et là, on a effectivement trouvé qu'il y a une diminution de l'index de vascularisation choroïdienne et que l'épaisseur ne change que vraiment dans les stades assez avancés. Malheureusement, dans les stades avancés, l'analyse de cet index devient un peu plus délicat. D'ailleurs, même l'analyse de l'index lui-même nécessite un logiciel qu'on associe avec les images, etc. Donc, ce n'est pas aussi simple. Mais quand même, c'est un résultat et qui nous a poussé un peu à chercher dans d'autres pathologies, hein, comme toutes les spectres de pachychoroïde. On n'en a pas beaucoup, mais on est en train de faire une étude prospective dans ce sens. Par exemple, il y a des choses dont on ne connaît pas la cause, mais qui sont connues depuis longtemps. Par exemple, les patients myopes forts, on sait qu'ils font pas de CRSC, mais parce que probablement leur choroïde est fine. Mais les patients myopes forts, en général, ne font pas non plus beaucoup de rétinopathie diabétique. Alors, on ne sait pas pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous avez une idée du sujet, mais parmi vos patients, je sais qu'au Maroc, vous avez beaucoup de rétinopathie diabétique. Est-ce que vous avez aussi remarqué le fait que ces patients font rarement des rétinopathies Oui, diabétiques? Est-ce oui. que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi? Oui, oui, justement, c'est une constatation, mais là, il faut vraiment avoir tout un échantillon de patients diabétiques myopes et les suivre dans le temps, ça aurait été intéressant. Mais Non, ça tu reste. as entièrement raison. C'est un point qu'on a soulevé avec les néphrologues, Hmm. parce qu'en général, l'atteinte diabétique, l'atteinte rétinienne est assez bien corrélée à l'atteinte néphrologique. Et les patients d'insuffisance rénale ont rarement des rétines saines. Mais chez les myopes, non. Chez les myopes, les myopes forts, il y a pratiquement jamais, ou en tout cas beaucoup plus rarement, d'atteinte de rétinopathie diabétique. Ouais, ça, on ne sait pas pourquoi. C'est des choses simples. Ouais. On a eu ces discussions avec les néphrologues et bon, on n'a pas de réponse. Alors, des fois, il vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse, mais on n'a pas de réponse. Eh bien, parfait. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions? Driss, s'il te Oui, plaît. Sam, oui, s'il te plaît, c'est comment tu Mohamed. mesures en pratique l'épaisseur choroïdienne? Est-ce que tu as des astuces? Parfois, on ne voit pas le bord, où est-ce que ça s'arrête, on ne sait pas où mettre le curseur. Et quelle serait l'épaisseur normale de la choroïde? En fait, contrairement à la rétine où l'épaisseur est très standardisée, pour la choroïde, l'épaisseur est difficilement. D'ailleurs, il y avait un papier de Spade qui disait comment définir la pachychoroïde en fait. Alors nous, je peux parler de mon expérience avec l'OCT de Topcon que j'utilise. En fait, l'OCT on fait des cartographies de l'épaisseur de la choroïde en fait, et donc comme la cartographie de l'épaisseur de la rétine. Et donc, en fait, on prend pas juste un point, mais un ensemble de points. Et en fait, on fait 12 coupes et on calcule, enfin, l'ordinateur calcule l'épaisseur de la choroïde centrale. Et en fait, avec le SWOT, quand on veut faire des études, et on regarde toutes les coupes, coupe par coupe, les 12 coupes, pour s'assurer que les slabs passent bien. Et parfois, il faut les modifier. Alors, ce n'est jamais aussi, c'est pas facile. Ce n'est pas comme la rétine. La rétine, c'est très standardisé. Pour la choroïde, c'est plus compliqué, mais en général, on arrive à faire, en regardant les slabs, à les modifier, mais ça dépend des patients. Il y a certains patients où il faut modifier les slabs parce que l'appareil a mal analysé, mais en tout cas, nous, pour nos études, on prend non pas juste une longueur, une mesure, mais en fait une surface. En fait, c'est comme une cartographie de la rétine. Parce que la cartographie de la rétine, quand vous dites la rétine au centre fait 190 ou 200 microns, c'est pas juste un point, c'est une surface en fait. Donc nous, c'est ce qu'on fait, mais avec cet appareil-là, je connais pas les nouvelles OCT qui semblent très performants et qui semblent faire également ces analyses de manière automatique, comme nous l'a montré Belkacem. On prend une dernière question. Oui, je voudrais juste revenir sur la pathologie inflammatoire, notamment la maladie de Harada.
Est-ce que il vous est arrivé de suivre les malades sur l'épaisseur choroïdienne qui peut prédire une récidive et qui peut même faire modifier donc le suivi thérapeutique ou le protocole thérapeutique? Donc, est-ce que vous avez une expérience là-dedans? Oui, alors l'épaisseur de la choroïdite, que ce soit dans la maladie de Harada ou la maladie de Birdshot, c'est un indicateur de l'efficacité du traitement. On a des patients, alors moins de Harada, mais par exemple des Birdshot, parce que moi je vois plus de Birdshot que de Harada, pour lesquels l'épaisseur de la choroïde est un indicateur d'efficacité du traitement et aussi un indicateur de récidive. Quand vous avez la choroïde qui a bien diminué d'épaisseur de la choroïde après un traitement immunosuppresseur et que le traitement a été diminué, quand on voit que la choroïde recommence à augmenter d'épaisseur, il faut surveiller les patients parce que parfois ils peuvent récidiver. Une dernière question. Pardon, j'ai pas entendu en fait la question. Vous pouvez le répéter, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a une classification assez précise qui permet aujourd'hui de vraiment distinguer les différentes entités qui font partie du spectre des pachychoroïdopathies, qui reste aujourd'hui une entité encore assez vague, pour pouvoir justement faire le diagnostic différentiel entre les différentes entités, donc le RD, le syndrome de pachychoroïde péripapillaire? Bah, en fait, tout cet ensemble, ça fait partie des pachychoroïdes. Alors, quand vous avez une choroïde épaisse, pour savoir, un examen qui est très simple pour savoir si cet épaississement de la choroïde entraîne une pathologie, c'est de faire des clichés en autofluorescence. Si vous avez une choroïde épaisse, mais que vous n'avez pas de trouble de l'autofluorescence, c'est quand même un indicateur que cet épaississement de la choroïde n'a pas entraîné de conséquences. L'autofluorescence, c'est un examen très intéressant. Et je pense que quand on parle d'imagerie multimodale, il ne faut pas se contenter uniquement de regarder l'OCT, mais également l'autofluorescence est un examen très simple, très rapide, qui permet de nous donner un état de la santé de l'épithélium pigmentaire qui est quand même quasiment toujours touché quand on a une pachychoroïde et les pathologies des spectres des pachychoroïdes. Donc, pour faire une diagnostic de CRSC, quand vous voulez savoir si c'est une CRSC, ou aussi, par exemple, pour les dystrophies vitelliformes, où là aussi la choroïde est épaissie, le premier examen à faire pour savoir si c'est une CRSC ou pas, c'est de faire l'autofluorescence. Et donc, quasiment toujours, quand vous avez une CRSC, peut-être pas la première poussée, mais quand c'est la deuxième ou la troisième poussée, on observe des atteintes. Et puis, faut regarder toujours l'œil adelphe, parce que quand on a une CRSC d'un côté, pour savoir si le patient n'a pas fait une atteinte passée inaperçue, il faut regarder aussi l'autre œil et faire l'autofluorescence. Les patients qui ont fait des poussées, il y a quasiment toujours des troubles de l'autofluorescence. Ben, merci beaucoup. C'est toujours passionnant de discuter de ce qui choroïde. Maintenant, c'est un peu obscur, mais je crois que les nouvelles générations d'OCT vont s'attarder sur l'analyse plus fine de la choroïde, je crois, dans un futur proche. Alors, merci beaucoup pour. Ça a été vraiment un réel plaisir. Alors, tout de suite, je donne la parole au professeur Eric Suyid. Qui d'autre mieux que lui qui va pouvoir nous parler de l'OCT, de la DMLA? Je saisis cette occasion qui m'est donnée pour te remercier, Eric, et remercier ton équipe d'avoir en fait, soumis un papier au Journal marocain d'ophtalmologie. Un papier que bientôt on aura dans le prochain numéro. Et ça nous a fait énormément plaisir. Et le message que vous nous avez envoyé également, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. C'est vrai que dès qu'on a su qu'il y avait le journal marocain d'ophtalmologie, on s'est empressé d'écrire un article et j'espère que c'est que le premier d'une grande série. Et félicitations à vous, c'est courageux de créer un nouveau journal, mais il y a de quoi dire, il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup d'énergie positive au Maroc parmi les ophtalmologistes et les rétinologues. Et ça justifie tout à fait de faire ça. C'est une très belle initiative et j'espère qu'on continuera à y contribuer. Alors, on ne parlera pas
d'OCT en géographie. On m'a demandé de parler ce soir d'OCT. Je ne vais pas vous parler du TOAPI que l'on a à Créteil, ni du Dream OCT, ni de tout ce que l'on a pu observer dans la DMLA et en OCT en géographie. On va parler exclusivement d'OCT et DMLA. Et on va parler en particulier du diagnostic. On ne va pas voir le suivi des patients. Je crois qu'il faudrait beaucoup plus qu'une soirée pour faire seulement le sujet OCT et DMLA. Donc, on va essayer de faire quelque chose de très académique sur le diagnostic des différentes formes de MLA et de DMLA en OCT. Alors, accrochez vos ceintures, ça va aller très vite. Moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous note sur un papier ou dans le chat ou ce qu'il a appris ce soir. Si ce soir, chacun a appris une chose, une seule notion, ben, on a déjà gagné la soirée. Alors, on y va. On va commencer par les drusènes séreuses. Ce que l'on observe en OCT, c'est classique. Ce sont des soulèvements d'épithélium pigmentaire avec un contenu modérément réflectif. Ces petits soulèvements d'épithélium pigmentaire sont bien visibles, ils peuvent être plus ou moins confluents et donner un aspect de DEP drusènoïde. L'épaisseur choroïdienne, et la première chose qu'on doit regarder, comme l'a dit Sam, c'est l'épaisseur choroïdienne, est assez bien préservée lorsqu'il y a seulement des drusènes séreuses. Autre type de drusène, les drusènes calcifiés. Les drusènes calcifiés se manifestent par des petits dépôts de composition essentiellement de cholestérol, et donne cet aspect comme ça, en couche d'oignon. On les voit bien ici, hyper réflectifs. Autre type de drusène, les pseudo-drusènes réticulés. Vous savez qu'ils avaient été publiés pour la première fois en 1990 à Créteil par l'équipe de Créteil. Ils s'appelaient à l'époque les drusènes bleus. Il a fallu une vingtaine d'années où ils étaient laissés un petit peu en observation comme ça pour qu'avec l'arrivée des nouvelles imageries confocales, on retrouve un aspect comme une cible ici, comme un petit donut, et qui correspond en OCT à une effraction au-dessus et non pas en dessous de l'épithélium pigmentaire, les subretinal drusenoid deposits. Alors nous avions publié simultanément, notre équipe de Créteil et l'équipe de Bellefreux et de Rixpade, on avait publié simultanément cette notion sur les pseudo-drusènes réticulaires et cet aspect en cible, et surtout ces drusènes qui sont sous-rétiniens. La progression des pseudo-drusènes réticulés, au départ, il n'y a pas grand-chose, puis on observe des petites boutures, puis ces fameux aspects triangulaires, comme ça, en sommet. Et nous avions publié le stade 4. Au stade 4, donc, vous voyez, stade 1, 2, 3, et au stade 4, ces petits pseudo-drusènes réticulés se détachent de l'épithélium pigmentaire, clairement, pour faire éruption et interrompre la couche ellipsoïde, ce qui entraînera une atteinte des photorécepteurs. Ces pseudo-drusènes réticulés peuvent être associés à des drusènes séreux. On peut avoir les deux, le pseudo-drusène réticulé et le drusène séreux. Ici, la coupe de Curcio qui correspond assez bien finalement à ce qu'on observait, à ce qu'on peut observer en OCT. Alors, dans les pseudo-drusènes réticulés, la choroïde est très fine. C'est une des particularités des pseudo-drusènes réticulés, c'est une baisse de la vision nocturne, une perte de la sensibilité des contrastes et une choroïde très fine. C'est un facteur de risque multiplié par 2 d'évolution vers une DMLA avérée. Donc c'est beaucoup plus grave d'avoir des pseudo-drusènes réticulés que des simples drusènes séreux, en tout cas 2 fois plus grave. Ici les drusènes séreux et ici les pseudo-drusènes réticulés. Allez, l'étape d'après. Les drusènes fantômes. On les avait appelés comme ça parce que, normalement, lorsqu'il y a une plage d'atrophie, que tout est plan, que tout est plat, on devrait avoir quelque chose de plat, mais on peut retrouver de temps en temps des petites structures pyramidales, triangulaires, et on en voit assez souvent, elles s'associent souvent à des petits pinpoints, des petits points hyper réflexifs. Ne nous demandez pas à quoi ils correspondent, on ne sait pas, même dans le papier de Curcio, ce n'est pas décrit. On retrouve ces petits points et alors que c'est une zone qu'on pouvait considérer morte, on voit quand même quelque chose. C'est la raison pour laquelle on les a appelés drusènes fantômes. Vous voyez la différence, la petite étoile ici, entre un drusène calcifié et un drusène fantôme. Le contenu est hyporéflectif à la différence des drusènes séreux. On s'est amusé à chercher les drusènes fantômes un peu partout. On a repris, je vous passe le détail de ça, mais on a repris rétrospectivement les premières images observées. Et au départ, c'est bien des drusènes séreux qui sont comme vidés de leur contenu et dont on ne garde que l'écorce.
Et une fois qu'ils sont constitués, ils sont remarquablement stables dans le temps. 5 ans, 8 ans plus tard, ils restent absolument stables une fois qu'ils sont constitués. Un dernier, donc on a vu les drusènes séreux, on a vu les drusènes calcifiés, on a vu les drusènes fantômes, on a vu les pseudodrusènes réticulés. Un dernier sous-type de drusène, très rapidement, ce sont les drusènes vascularisés. On peut avoir un drusène à l'intérieur duquel, ici c'est une image en Dream OCT, à l'intérieur duquel on retrouve un flux. On le voit bien ici. Et ça, ce sont des drusènes néovascularisés. Un peu comme un petit DEP, un peu comme des néovaisseaux de type 1, mais qui ne s'expriment pas. Ils sont quiescents, ils ne bougent pas. Ça, ce n'est pas des patients à qui on va donner rendez-vous dans 1 an. C'est des patients à qui on va redonner rendez-vous dans 3 mois, surtout en leur expliquant que si jamais ils trouvent qu'il y a des déformations, il faut revenir avant. L'éducation des patients est primordiale dans les drusènes vascularisés. On estime que 10% des drusènes du deuxième œil sont vascularisés. Allez, on parle rapidement de DMLA atrophique. Dans la DMLA atrophique, ici un exemple typique d'imagerie multimodale de DMLA atrophique avec des clichés en mode multicolore. Hop là, c'est parti. Des clichés en mode multicolore, des clichés en lumière infrarouge, en autofluorescence en couleur. On voit l'amincissement de la rétine. Ce qui est intéressant, c'est qu'en infrared, on va retrouver l'épargne foveolaire qu'on distinguait assez mal en autofluorescence à cause du pigment xanthophylle, mais c'est en OCT qu'on verra le mieux. Les bords, on ne pourra pas voir la taille en termes de surface, on pourra délimiter les bords de la zone atrophique. Et on voit là qu'il y a une épargne foveolaire effectivement en SDOCT. On passe là-dessus. Tout ça pour vous dire qu'il y a une classification qui est assez consensuelle, mais difficilement applicable en pratique quotidienne sur les différentes sévérités d'atrophie en SDOCT. Donc, il y a l'atrophie complète, atrophie complète de l'RPE et de la rétine. On va retrouver le CIRORA, incomplète de la rétine et le RPE. Vous voyez qu'il reste une partie de la rétine ici. La partie complète, une atteinte complète de la rétine, mais pas de l'EP, et incomplète de la rétine, ce qu'on appelait, nous, globalement, des altérations, des petites altérations de l'EP ici, lorsqu'il y avait des choses un peu. Alors, on passe maintenant à l'OCT. Là encore, on va essayer d'aller très vite. L'OCT dans les néovaisseaux de type 1. Ici, un aspect typique de DEP fibrovasculaire multilayer, dont on retrouve des pinpoints, des petits points hypereffectifs, un DSR, un DEP. Et en OCT, on va retrouver tout cet aspect de logette, de pinpoints, qui sont aussi un critère d'activité des néovaisseaux. Le DEP peut être variable. Vous voyez ici un aspect typique de DEP fibrovasculaire multilayer, dont on devine le tractus néovasculaire à l'intérieur. On appelle ça fibrovasculaire, on voit la lésion fibreuse en dessous. Ici, des néovaisseaux occultes en angiographie à la fluorescine, avec les pinpoints, une petite diffusion minime, une plaque en ICG, et on va retrouver le DEP. Donc les néovaisseaux, là, sont en dessous de l'EP. Ce sont des néovaisseaux de type 1, sous-épithéliaux. Là encore, néovaisseaux de type 1 sous-épithéliaux et l'exudation du DSR adjacente. Vous voyez ici les différents profils d'aspect du DEP fibrovasculaire. Ici, on a juste une fente. Ici, on a l'aspect encore avec un espace hyporéflectif, la lésion ici en dessus, en dessous. On a distingué au moins 3 aspects différents, multilayered, un aspect avec juste 2 couches. Donc là, on a la lésion néovasculaire en dessous du liquide, au-dessus du liquide, et puis un aspect encore fibreux dessus. Là, une seule couche, et puis un aspect, cette fois, beaucoup plus homogène. Ce que l'on a fait, ce que l'on a analysé il y a quelques années, c'est que après traitement par anti-VEGF, la première couche, une étoile, et la deuxième répondent bien au traitement, les espaces hyporéflectifs. Mais l'espace hypereffectif ne bouge quasiment pas, ou en tout cas n'est pas est peu sensible au traitement. C'est déjà un début d'une lésion fibreuse plus rigide. Voilà, la ligne verte. Elle répond beaucoup moins bien au traitement que les 2 autres. On passe là-dessus. Voilà, ça c'était le travail. Donc on a distingué dans la fibrose les DEP fibrovasculaires multilayer avec une seule ligne de séparation et un contenu plus homogène.
Et puis ensuite, il y a l'effraction avec la fibrose sous-rétinienne et la cicatrice fibrogliale où on ne voit plus du tout de P. Ça nous permet une classification de la fibrose et des lésions fibrovasculaires. Les néovaisseaux de type 2, cette fois, eux, ils sont préépithéliaux. Ils sont au-dessus de l'EP. Les néovaisseaux ont envahi à un endroit, à un point d'effraction, et ils sont cette fois au-dessus de l'épithélium pigmentaire, beaucoup plus exudatif. Ils ont plus d'espace pour se développer. On estime qu'ils grandissent de 10 microns par jour. Ils ont plus d'espace pour se développer et plus rapidement. Un aspect typique en roue de bicyclette, en angiographie à la fluorescéine. On voit l'aspect grisâtre préépithélial. Ici, toutes les logettes, le DSR et le gris préépithélial. Donc, à la différence des néovaisseaux sous-épithéliaux de type 1. L'aspect, là encore, de la lésion au-dessus de l'épithélium pigmentaire, que l'on voit très bien ici. Ici, on retrouve de très nombreux drusènes, un aspect grisâtre qui correspond au DSR, avec une diffusion en angiographie à la fluorescine, les néovaisseaux préépithéliaux. En ICG, on retrouve le tractus néovasculaire, mais on ne le verra jamais aussi bien que ce qu'on peut le voir en OCT-angiographie. En tout cas, c'est bien corrélé à ce qu'on peut retrouver en OCT-angiographie. Vous voyez, l'ICG précoce et l'OCT-angiographie, c'est assez bien corrélé, mais on voit quand même beaucoup mieux les bords de la lésion et même les branches naissantes de la lésion en OCT-angiographie. Et c'est vrai qu'en OCT-angiographie, cet aspect en arbre fleuri est bien identifiable. On identifie bien les contours, quelles que soient d'ailleurs les machines d'imagerie, parce que là, on n'a pas du tout la barrière de l'EP, on voit très bien ces lésions. L'aspect hypereffectif en OCT, le décollement rétinien, les pinpoints. Allez, les néovaisseaux mixtes, à quoi est-ce qu'ils correspondent en OCT? Alors, on a ici en temporal des occultes, en nasal des visibles, avec une hyperfluorescence et une petite diffusion des visibles, une hyperfluorescence tachetée inhomogène avec nombreux pinpoints des occultes, et en OCT, on retrouve effectivement, on voit bien ici la différence entre sous-épithéliaux et pré-épithéliaux, d'un côté et de l'autre, pré-épithéliaux type 2 et type 1 ici. Les néovaisseaux de type 3. Les néovaisseaux de type 3, alors ça a été longtemps discuté, d'où vient l'origine. Pour certains, comme Gass et Créteil, l'origine est vraiment purement choroïdienne au départ, et puis ensuite ça va atteindre les couches rétiniennes. Bon, ça c'est l'hypothèse Créteil. On va se retrouver à avoir une anastomose. Ensuite, et puis l'hypothèse de Yanoudi, c'est que ça venait de la... Non, là on l'a déjà vu, bon, c'est pas grave. Vous avez compris. En OCT, on a décrit ça, c'est nous qui avions décrit ça il y a quelques années, les 3 phases. La première, c'est comme un DEP, drusénoïde, avec une petite érosion. Il y a simplement un signe de l'érosion. Vous voyez qu'il y a des micro-communications ici. Ça, c'est le tout début de l'apparition. Si on faisait un OCT angiographie, on retrouverait ici un début de flux. Le stade d'après, c'est un clapet. Il y a déjà des signes exudatifs à ce stade. Et le stade suivant, c'est le kissing sign, ou le double entonnoir, où l'anastomose est bien constituée cette fois-ci. Il faut savoir, c'est que c'est réversible. Avec le traitement, on repasse au clapet et à l'érosion. Ici, un aspect typique d'anastomose choriorétinienne, et comme je vous le disais, en OCT-angiographie, on retrouve, même au stade initial, ce flux que l'on voit très bien en B-scan, ce flux vertical. Allez, on passe là-dessus très rapidement. Voilà, l'aspect typique. Lorsqu'on voit ça, c'est assez typique. On continue, on va terminer avec les polypes. La vascularopathie polypoïdale est bien identifiée par son aspect en ogive, en dôme, avec un contenu, lorsqu'on regarde précisément au niveau du polype hypoeffectif, et le branching vascular network qui peut lui être adjacent. On le voit ici sur les bords. Ici, le polype, bien individualisé, à la différence du petit DEP et du DSR sur les bords, là encore un aspect de polype et de polype. Ils sont bien individualisés, il faut faire un bon moyennage des images, hein. On va essayer d'avoir un moyennage à 100 pour bien voir le polype et son contenu hypoeffectif. Alors les polypes, on peut les voir au centre péripapillaire ou plus en périphérie, comme c'est le cas ici. En OCT angiographie, oui, on avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais c'est difficile d'y résister. Le contenu est le plus souvent, sauf en towardy, on a un hyposignal parce que le flux est turbulent. Il n'est pas linéaire, donc on ne capte pas de flux à cet endroit-là.
On parle très rapidement de quelques phénotypes particuliers en OCT liés à la DMLA. Ces logettes sont des logettes dégénératives. Elles sont carrées, elles ne sont pas gonflées et ces logettes n'évoluent pas avec le traitement. On a beau traiter le patient, on retrouvera toujours ces logettes dégénératives. Vous voyez ici et là, c'est des petites logettes qui ne correspondent pas à du signe exudatif. Ici, là encore, un liquide transudatif. Ce patient n'est pas injecté et où il est injecté, peu importe, le liquide restera là, il est transudatif et il ne répond pas aux injections. Ici, un phénotype particulier à connaître aussi en OCT dans la DMLA, qui sont les outer retinal tubulations, ces petites tubulations. Ça peut ressembler à des logettes. La différence, c'est que les bords sont hyper effectifs. C'est un signe de dégénératif avancé. Lorsqu'on regarde en face, on va retrouver cet aspect ici, comme des petites traces peintes sur des murs. Voilà. On retrouve cet aspect de tubulation. Lorsqu'on va d'arrière en avant, le P, puis on remonte et au-dessus, voilà, ces petits aspects. Ici, un petit chien, voilà. De tubulation. Ok, oui, le gris. Le gris, encore un critère important, ce qu'on appelle le SHREM, le subretinal hyperreflective exudation. Ça peut correspondre à de la fibrose, comme on l'a vu, à des néovaisseaux de type 2. Et lorsque ce n'est pas vascularisé, à du matériel pseudo-vitelliforme, à une composante exudative ou à des hémorragies. Ici, un aspect typique de fibrose. Donc, c'est un gris très hypereffectif. Des néovaisseaux de type 2, préépithéliaux. Du matériel pseudo-vitelliforme. Une hémorragie ou le CHI, qui est le subretinal hypereffective matériel, qui est lui simplement un signe d'exudation précoce. C'est ce que nous avions publié il y a quelques années. Donc, hypereffectif qui correspond très bien dans 93% des cas, qui répond très bien à un traitement par antivegel. Voilà, et on peut l'observer dans tous les types de néovaisseaux d'ailleurs. On passe là-dessus rapidement. Voilà, on les a tous vus. Alors, les décollements de l'épithélium pigmentaire dans la DMLA, le DEP séreux, à la différence du DEP fibrovasculaire à contenu hyporéflectif, où on peut avoir un petit peu de zone hyporéflective au sommet, qui ne correspond pas à un signe exudatif. Les déchirures de l'épithélium pigmentaire qui sont très bien visibles en OCT, vous voyez la discontinuité de l'épithélium pigmentaire ici, qui s'arrête brutalement, là et là. Ok, une forme particulière de déchirures qui sont les apertures, sont des déchirures non pas linéaires mais rondes, et ça grandit très vite par contre, c'est de très mauvais pronostics, elles grandissent assez vite dans le temps. Vous voyez la progression de ces apertures très très vite, en quelques semaines, ça grandit assez vite. Alors, on parlera maintenant, juste un mot, même si ce n'était pas le propos ce soir, du suivi des patients. Là, on a vu à quel point c'était utile pour reconnaître le diagnostic, les différents types de néovaisseaux, les différents types de MLA aussi. On avait commencé par ça. Quelques phénotypes particuliers, on les a tous vus, mais aussi dans le suivi des patients, le liquide sous-rétinien, le liquide intrarétinien, l'œdème maculaire, les logettes exudatives, le gris, l'augmentation de l'épaisseur maculaire, l'augmentation de la hauteur du DEP, tout ça, ce sont des signes d'activité néovasculaire. Il ne permet pas d'évaluer la croissance des néovaisseaux, mais ça nous donne des indications sur des signes indirects, sur la perméabilité des vaisseaux, et non pas sur leur croissance. Ça, on le verra en OCT angiographie. Voici un exemple, un patient qui évolue avec le temps, on l'injecte, il va mieux, ça repart. Un DSR, on l'injecte, il va mieux, ça repart. On l'injecte, il va mieux. Et c'est vraiment, si on regarde, on va faire un focus, on s'arrête ici. Bon, là, il est plutôt bien. Et hop, ça repart un peu. Si je n'ai que cette coupe-là, j'ai l'impression qu'il va plutôt bien et qu'il n'y a aucun signe d'activité. Mais si je compare à la fois précédente et cette fois-ci, je vois que c'est actif et que c'est en train de repartir. Donc, la dynamique dans le suivi, la dynamique d'un instant T à un instant T1 est importante. Il ne faut vraiment pas hésiter à comparer les images pour voir s'il y a une différence. Parce que si on s'arrêtait à cette image-là, regardez dans un couloir,
un soir où on est fatigué, on se dit bon, bah, il va bien, et puis il n'y a pas de signe d'activité, contrôle dans 12 semaines, alors qu'en fait, il est en train de repartir. Et voilà, je vous donne rendez-vous encore une fois à Maculart, où on a hâte de retrouver, je crois qu'on va faire un Marocan Corner à Maculart, on a hâte de retrouver tous les collègues, et en particulier tous les collègues de la SMO. Merci. Merci beaucoup, professeur Souillet, pour cette analyse sémiologique très fine de la DML1. Très important, surtout pour les jeunes, c'est important d'apprendre tous ces signes sémiologiques, et notamment OCT. Alors, est-ce que vous voulez qu'on discute tout de suite, parce qu'il est très tard chez vous, ou vous voulez qu'on discute à la fin? On peut le faire maintenant, je vais juste recharger mon ordi parce que je suis à la cour de batterie. Mais oui, oui, allez-y, j'écoute vos questions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? LKCM, tu peux participer si tu veux. Je voulais poser une question sur est-ce que avec tous les outils qu'on a maintenant, notamment l'OCT en géographie, est-ce que vous faites toujours l'imagerie multimodale dans la DMLA, c'est-à-dire angio ICG, OCT angio, ou vous vous contentez uniquement de l'OCT et de l'OCT angio? Alors, ça dépend de quoi on parle. On parle du diagnostic